Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film sorti au cinéma en août dernier et que je viens de rattraper puisqu'il est sorti en VOD, à savoir Blink Twice, première réalisation et un scénario aussi d'ailleurs, pour Zoe Kravitz qui n'est plus que la fille de Lenny Kravitz depuis pas mal d'années maintenant. Faut dire qu'elle s'est fait un beau petit palmarès en tant qu'actrice, notamment dans Mad Max Fury Road, mais surtout dans The Batman, pour ne citer que les grands métrages dans lesquels elle a joué. Et ici, elle ne s'offre aucun rôle, ça c'est très intéressant. Par contre, pour le principal, nous avons la Britannique Naomi Ackie qu'on va voir de plus en plus, notamment bientôt dans Mickey 17 de Bong Joon-ho. Mais il y a surtout et aussi son compagnon dans la vraie vie à Zoé Kravitz, à savoir Channing Tatum, avec qui elle partage la vie depuis 2021, je crois, et elle lui donne un rôle très intéressant sur lequel nous reviendrons, et il y aura une zone spoiler, ça c'est évident pour un tel métrage. Citons aussi les présences de Simon Rex, qui avait bluffé pas mal de gens dans Red Rocket de Sean Baker. Christian Slater est également présent ici, de même que Haley Joel Osment, oui oui, le petit garçon qui voyait des morts partout dans le sixième sens et qui était aussi dans AI Intelligence Artificielle ou qui avait même débuté dans Forrest Gump, en tant qu'adulte, il manque, on va dire, de référence. Il est là. Et au niveau féminin, nous avons Alia Shawkat qui interprète la meilleure amie de Frida, donc jouée par Naomi Ackie. Il y a aussi une apparition de Gina Davis ou encore Adria Arjona. J'ai pas parlé de l'apparition également de Kyle MacLachlan, voilà, qui joue le psy, un peu au début, un peu à la fin. Et il y a même, je crois, les débuts sur grand écran, enfin, dans un rôle, on va dire, très présent à l'écran, de Levan Hawke, qui n'est nul autre que le fiston de Ethan Hawke et Uma Thurman, donc le frère de Maya Hawke. Alors oui, c'est un thriller assez particulier, un peu bling-bling sur le papier, qui va nous conter l'histoire d'une jeune serveuse, qui s'appelle Frida, donc qui travaille dans un bar à cocktail, et qui fait aussi de la peinture sur ongles, avec des petits motifs d'animaux. Ça peut avoir une importance dans le film. Et un beau jour, elle va enfin pouvoir rencontrer une de ses idoles, une star qui s'appelle Slater King, riche homme d'affaires qui a fait fortune grâce à la technologie, une sorte de Elon Musk bis, quoi, et dont on comprend qu'il a eu, on va dire, un comportement douteux auparavant, puisqu'il s'excuse. On le voit au début, voilà, il fait amende honorable, soi-disant, I'm sorry, il est devenu philanthrope maintenant. Voilà, il a acheté une île privée avec son argent, et là-bas, il y a installé un beau petit domaine avec des poules, détail qui va avoir aussi son importance, bien sûr, et pas d'internet, pas de téléphone, où il va inviter des gens pour s'amuser, mais se retirer de ce monde technologique. Bon, on sent que ça peut vite déraper cette histoire, d'autant plus que Frida va réussir à taper dans l'œil de son Slater King, incroyable mais vrai, et avec sa meilleure amie, elles vont partir ensemble sur cette île, retrouver d'autres femmes qui ont été invitées, et l'entourage de Slater King, que ce soit son cuisinier personnel, un photographe, ou encore un DJ, bref... Là-bas, ça va être de la débauche, parce qu'au final, le philanthrope, s'il a réussi à récupérer cette île, certes pour se déconnecter, il se connecte à d'autres hallucinogènes pour rester vague, alcool ou autres joints, voire drogues qui vont à gogo, on va dire, parsemer le quotidien des gens qui vont y passer quelque temps là-bas. Mais ceci cache probablement quelque chose de bien plus grave, et on le sent très vite. Le film est présenté comme une sorte de thriller mystérieux avec potentiellement un retournement. On n'est pas dupe, on le voit en ce personnage de Slater King. Il y a quelque chose de sombre en lui qui va forcément éclater à un moment ou à un autre. Et bien sûr, Frida va être au milieu de cette histoire et peut-être l'une des victimes de ce qui va se passer sur cette île. Alors, évidemment, sur ce procédé-là, ça fait film de petit malin avec beaucoup d'ambition. C'est pour cela, et avec la bande-annonce qui vend jamais forcément bien un film, de toute façon, dans le système hollywoodien, que j'avais décidé de ne pas aller le voir en salle. Alors, parce qu'il y avait d'autres sorties en même temps aussi qui m'intéressaient, j'avais dû faire un choix en revenant des vacances, à la fin de l'été, avant la rentrée, et j'avais fait l'impasse, en me jurant quand même que je le rattraperais le temps venu, parce que, bizarrement, les retours étaient très bons, ou, on va dire, un minima bon, mais, je sais pas, je me suis dit que, de toute façon, je verrais bien plus tard.
dans le sens où on sent qu'il y a une envie de cinéma intense pour Zoe Kravitz, mais ceci intervient un petit peu après une certaine mouvance. Alors, je ne vais pas citer Sans filtre ici, parce que c'est pas tout à fait pareil. On aurait pu y penser, mais non. Plus, on va dire, dans la lignée d'un Get Out, alors ça a été cité par plein de gens, et ce n'est pas faux, sur pas mal de choses, en jouant un petit peu sur les réflexes psychologiques, voire les souvenirs. Je reste vague sur ce point. Il y a un petit côté The Menu aussi, ce film britannique, enfin réalisé par un Britannique en tout cas, qui, on va dire, essayait de triturer un petit peu ce monde de riches et essayer d'en faire une critique un petit peu acerbe, mais en y allant franco, quoi. Et peut-être en étant trop dans le trop. Eh bien, c'est un peu ça le problème de Blink Twice, mais le fait de raccrocher à une ambiance plus Jordan Peelienne, qui est peut-être une des influences de Zoe Kravitz ici, on arrive à avoir un intérêt. Mais passer la première heure, parce que évidemment, comme tu sais qu'à un moment ça va exploser, eh bien, Zoe Kravitz prend trop son temps. C'est bizarre que je dise ça, parce que j'aime les films qui prennent leur temps. Mais là, ça joue un faux suspense pendant trop longtemps. Tu essayes de voir des indices à droite à gauche, tu les pressens, tu préchotes, comme disent les jeunes, avec cette tache de vin là, hop, qui est là, qui est plus là, des petites choses qui montrent que il y a des trous dans la raquette. Disons que Frida, de son point de vue, puisqu'on est de son point de vue, ne voit pas tout ce qui a pu lui arriver, donc c'est très étrange. Bon, évidemment, avec ces histoires de drogue et d'alcool à gogo, oui, il y a des trous noirs, mais on sent bien que c'est plus inquiétant. Le seul vrai intérêt de cette première partie, c'est l'installation du décor et de l'ambiance, la présentation des personnages que l'on sent pratiquement tous faux, et même y compris des femmes, puisqu'il y en a une qui vient de la télé-réalité et tout, mais c'est surtout ces hommes que l'on sent là comme des vautours, et tu sens très bien qu'il y a quelque chose qui cloche de toute façon, il y a une forme de male gaze indirect que la caméra essaye de capter là, il y a ce jeu qui semble malsain, et des femmes qui sont en perdition parce que aveuglées par, on va dire, la célébrité autour, et surtout ce Slater King qui en joue. Mais voilà, c'est trop, on va dire, étiré pour pas grand-chose, et passer la première heure, enfin, on développe quelque chose de plus profond, j'ai envie de dire, même si c'est jamais, on va dire que ça ne joue pas avec la subtilité, ni avec, disons, un creusement psychologique ultime. C'est volontairement frontal pour dénoncer quelque chose d'assez évident. Mais au moins, ça a le mérite d'être vitaminé avec l'envie par le 7e art de porter un message de rage, et ça, je salue le geste. Mais c'est pas vraiment bien maîtrisé. Parce que finalement, sur cette histoire-là, on aurait pu avoir un très bon film d'1h20, 1h15. Il manque un petit peu quelque chose pour donner un corps supplémentaire. Ou alors, j'ai envie de dire, certaines choses vers la fin vont trop vite, paradoxalement, quand on se rend compte de certaines choses. Je ne vais pas en dire en plus à ce sujet pour l'instant, mais ça va pas tarder. Et donc toute cette première partie, à part avec cette domestique là qui arrête pas de dire Red Rabbit, bon, on comprend des petits trucs là-dessus, et que voilà, sur certaines découvertes, forcément, spoiler, eh bien, on se rend compte qu'elles ont été droguées. Alors pas avec les trucs qu'elles fument, non, par une sorte de plante locale, parfum, tout ça, qui font que les femmes sur cette île oublient chaque nuit, ou en gros se réveillent sans se rappeler que la veille, la nuit, elles ont été violées, abusées par ces hommes. Donc Slater King et tout ce qu'il, on va dire, invite sur son île, y compris donc le psy qu'on voit au début. Sauf que au-delà de tout ça, et donc après ça se termine en revenge movie, et ça c'est vraiment jouissif, c'est super ça. Ok, ça c'est très bien, ça va à la limite trop vite justement, mais c'est très bien. Mais on se rend compte aussi que le personnage principal de Frida était déjà là un an avant. Donc cette fascination qu'elle a, en fait, elle n'a pas tout oublié, mais peut-être qu'au fond d'elle, il y a cette rage qui fait qu'elle va survivre et elle, faire l'effort de se souvenir. Certes, il y a cette domestique qui va lui mettre la puce aux oreilles. Il y a cette histoire de serpent aussi, le venin qui annule, on va dire, l'effet de la drogue qui fait oublier, et tout ce discours passionnant sur le pardon et l'oubli. Ça, c'est d'une violence absolue. On voit le pervers narcissique de l'ultra-capitaliste qui pense qu'avec son argent, il peut tout acheter, et même le pardon de celle qui l'abuse, et même qui va forcer l'oubli. Sauf que c'est assez violent, ça, et ça aurait pu être beaucoup plus marqué psychologiquement dans un certain développement, dans le sens où les victimes donc de ces abus-là, elles espèrent qu'une chose, c'est déjà n'avoir jamais vécu cela, mais le traumatisme, qu'elles puissent un jour oublier, ce qui ne peut pas être possible. Malheureusement, ça reste quelque chose d'affreusement ancré dans l'âme d'une personne qui a subi cela. Et là, ce
qui est violent, c'est que ces violeurs, ces agresseurs offrent, entre guillemets, donc cette possibilité d'oubli. Mais ce qui les transforme, grosso modo, en poules malléables de leur basse-cour, quoi. Parce que l'idée d'insister sur le fait qu'il a des poules, enfin, chickens en VO, oui, oui, il a des poules, hein. En VF, limite, c'est meilleur, quoi. Comme terrible allusion. C'est que voilà, elles sont manipulées, elles sont utilisées à des fins donc sordides et même potentiellement réutilisées par derrière, puisque de toute façon, un an après, même elles peuvent, donc si elles ont survécu, à nouveau subir cela, parce qu'elles ne se souviennent plus. Et donc cette destruction-là, on la sent dès le début, il y a quelque chose d'étrange dans le personnage de Frida qui scrolle là ses stories sur Insta et tout, et on sent qu'il y a un malaise en elle. Ironie du destin, sa meilleure amie qui est avec elle, elle n'arrive pas à oublier un mec qui l'a fait souffrir avant, elle y retourne. Bon, c'est bizarre ça. Mais justement, alors qu'elle, elle se bat justement pour voilà, personnalité, il faut pas oublier, il faut voilà, il faut résister et ne pas pardonner facilement. Et derrière, bah, forcément, quand ça explose, quand elle découvre, il n'y a qu'elle pour libérer tout le monde, enfin libérer tout le monde. Elle se libère elle-même surtout. Et en se libérant elle-même, à la fin, elle devient la queen de Slater King en prenant la tête de l'entreprise. Alors ça, c'est bizarre. Ça donne un petit peu le message quand même au final que le succès est important, hein. Profitons de l'argent. C'est un film capitaliste, hein. C'est du féminisme américain, bien sûr. Mais ça renvoie aussi à un discours comme quoi, je ne sais pas si c'était sa mère ou sa grand-mère qui disait que le succès ne s'obtient que par la vengeance. Enfin, la vengeance peut amener au succès, bah, c'est ce qui se passe à la fin. Je ne suis pas très fan de ce genre de discours qui, en soi, n'est pas très utile, si ce n'est qu'elle peut le manipuler maintenant et qu'elle le drogue pour que lui oublie et c'est elle qui prend la main. Mais bon, est-ce qu'elle avait besoin de prendre l'empire aussi derrière et de devenir riche? Si on veut, oui, c'est la revanche vers le sort, mais ça, c'est un discours très US, quoi. Mais en tout cas, voilà. Je ferme ma zone spoiler. Que dire que bah, je suis pas hyper emballé non plus par ce genre de film. Aussi bien filmé soit-il, avec un bon décorum, avec une photographie intéressante et un jeu sur certains cadres dans des scènes d'action, des scènes de domination ou de réminiscence et tout, c'est passionnant. Elle sait filmer, elle sait mettre en scène, mais il y a encore des problèmes d'écriture et surtout de dosage. Parce que oui, le message frontal est violent, il est nécessaire, il est important et impactant, mais peut-être vaut mieux rééquilibrer le tout pour que finalement, justement, cette finalité soit encore plus forte. Parce que là, bam, c'est balancé, tac, tac. Ouais, mais ça manque peut-être un petit peu d'une certaine subtilité, on va dire, sur la préparation, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir quand même, hein, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant sur le plan du 7e art là, et puis ce n'est qu'un premier film, c'est-à-dire que on le sent, ça pourra aboutir sur encore mieux plus tard, et on souhaite à Zoe Kravitz une belle carrière également derrière la caméra. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu en salle à l'époque, ou si vous l'avez rattrapé comme moi il n'y a pas longtemps, ou si vous l'avez revu du coup depuis. On en discute ci-dessous. Je vous dis à la prochaine, ciao.